Rien n'est meilleur que l'agriculture, rien n'est plus beau, rien n'est plus digne d'un homme libre. Elle suffit amplement aux besoins de notre vie, disait l'autre. Chers téléspectateurs, vous êtes dans votre émission Le Monde en Elle. Cette émission qui vous parvient tous les vendredis quand il est 21h temps universel sur la page Facebook de votre site info www.actupremière.com. Cette émission que vous retrouvez également sur la télé web Royal Business TV et sur la page YouTube Actu Première, mais aussi à tout moment sur le site info www.actupremière.com. Et comme on le sait, tous les vendredis, vous êtes scotchés à nous avec Baloka Kaba, Teresa Maria Sigbaya. Bien sûr, les autres, elles ne sont pas là aujourd'hui, mais ce n'est que partie remise. Baloka, ça va? Ça va très bien. Nous parlons agriculture. Ça te dit quoi? Ça me dit que je suis heureuse qu'on aborde ce thème, puisque aujourd'hui les jeunes Guinéens n'aiment pas, disons, je ne peux pas sonder, mais je sais qu'avec ce qu'on voit sur le terrain, les gens n'aiment pas l'agriculture. Pourtant, on entend même les kémites qui disent que la terre, tout commence par elle et tout termine par elle. Pourquoi les gens ne font pas l'agriculture? On entend dire toujours la terre ne trahit pas. Jamais. On veut comprendre et j'ai besoin de comprendre. J'espère que je serai vraiment satisfaite et grâce à cela que je pourrai aussi véhiculer ce message à nos bénéficiaires. À Sigiri, puisque tu y résides. C'est pourquoi d'ailleurs, Baloka, ce soir, nous avons comme invité M. Diakité Amadou Sekou. Il est environnementaliste et coordinateur du RENACED, mais aussi M. Barry Bakar, entrepreneur, promoteur de l'incubateur Jatrofa. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation et bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Barry, bonsoir Monsieur Diakité. Bonsoir madame. Alors nous parlons agriculture, ça vous dit? Oui, ça me dit l'agriculture. Parce que je me souviens à l'enfance, j'étais avec mon père, ma mère au champ. Ah bon? Oui. Et c'est pourquoi l'agriculture familiale, D'accord. on appelle la petite agriculture. Ok. Mais nous, les gens pensent que ce sont les personnes non instruites qui doivent être agriculteurs, voilà. Et bizarrement, aujourd'hui, nous avons de grands professeurs, comme M. Barry, par exemple, qui est dans l'agriculture. Voilà. Donc c'est pourquoi moi je me dis que l'agriculture, c'est toute une vie. L'agriculture, c'est la vie comme de nous. Comme on le dit, que l'agriculture est un levier de développement d'un pays. C'est pourquoi moi je me dis qu'il faut faire de l'agriculture. On peut faire l'agriculture sur plusieurs façons. On peut faire l'agriculture aujourd'hui avec le numérique. On peut faire l'agriculture avec la main, avec les nouvelles technologies. Par exemple, l'agriculture mécanisée. Ok, d'accord. Et beaucoup d'autres manières. Alors, plusieurs types d'agriculture. Nous allons en parler dans cette émission, mais bien avant, je voudrais demander à M. Barry, est-ce que la Guinée rend-elle à l'agriculture sa place et son rang? Il faut déjà dire que la Guinée, dans son profil géographique, est un pays qui devrait orienter l'essentiel de ses efforts sur l'agriculture. Elle en a les atouts. Les atouts sont à la fois géographiques, mais aussi hydriques, et aussi sa position stratégique dans la sous-région. Nous avons l'avantage d'avoir 4 régions naturelles distinctes de par leur climat et surtout de par leur potentiel agroécologique. Nous avons plus de
6 millions, 6,2 pour être plus exact, et peut-être que les chiffres vont augmenter dans un futur très proche sur la superficie, 6,3 millions d'hectares de terres arables. Donc la superficie, ça va être revu à la hausse très prochainement. J'entends parler de 10 millions. Et sur ces 6 millions, il y a 3 millions qui sont exploités. Il faut dire qu'il y a 1,2 million d'exploitants agricoles en République de Guinée qui représentent plus de 6 millions de personnes. Ça veut dire que plus de 50% des Guinéens en âge de travailler le sont dans le domaine agricole. Pourtant, on a du mal à se nourrir de ce qu'on produit, on a du mal à s'enrichir de ce qu'on produit, on a du mal à préserver tous ces atouts parce qu'il y a aussi l'effet de la dégradation de l'environnement qui est en train d'entrer en jeu. Pour revenir à votre question, il faut dire que nous ne sommes pas en train de rendre à l'agriculture ce que nous devrions lui donner comme place. Nous ne sommes pas en train d'ailleurs de rendre à la nature les faveurs que cette nature nous a données. C'est ça la réponse. Environnementaliste, M. Diakité, vous êtes d'accord avec M. Barry? Oui, parce que moi je me dis que sur le plan environnemental, quand on parle de l'agriculture, on parle de la forêt. C'est pourquoi nous avons un système qu'on appelle l'agroforesterie que nous faisons. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas, quand vous allez au Fouta dans les pattes, on fait des cours avec la haie vive. C'est-à-dire qu'il y a des plantes, ce pas les plantes sèches, mais des plantes vivantes. Le jatropha, par exemple, voilà, j'allais en venir plus tard, qui est une plante très importante. Jatropha, c'est une plante. C'est une plante très importante. Oui, on en parlera plus tard. Et je crois que l'agriculture est liée à la forêt. Et c'est une culture ancestrale en Guinée. Et pourquoi pas nous, génération, pourquoi ne pas perpétuer cela? Donc moi je pense que l'agriculture, on devrait s'investir beaucoup plus dans l'agriculture. Et c'est pourquoi nous avons un système agroforestier qu'on appelle le jardin-forêt. Le jardin-forêt, c'est quoi? Vous avez vu, les gens parlent de champs, mais nous on parle de ferme. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut, partout où on peut faire le maraîchage, il faut planter. Partout où on peut planter, faire le riz, le champ de riz, il faut planter. Partout où on peut faire une culture maraîchère ou bien fruitière, il faut planter. Donc ce système a été développé par les Américains et a été en Afrique introduite au Sénégal, ça fait 20 ans, 21 ans aujourd'hui, avec une ONG qu'on appelle Trees for the Future, les arbres du futur. Donc ils ont 20 ans d'expérience au Sénégal et nous en 2007, on a rencontré cette structure et on a essayé de s'inspirer pour voir. Et nous avons vu que c'est ce que nos parents faisaient. Je parle de Fouta parce que j'ai vu beaucoup de choses au Fouta. C'est ce qui est fait dans le jardin-forêt. Les tapades par exemple. Il y a un arbre à Timbo, parce que je parle de Fouta, nous sommes à Timbo. Il y a un arbre là-bas, même en saison sèche, tu plantes l'arbre, ça régénère. Oui, ça n'a pas besoin de dire il faut au mois de juin ou au mois de juillet. C'est comme le papayer. Le papayer qui, à chaque saison... C'est comme le jatropha. Le jatropha peut régénérer, parce qu'il y a beaucoup d'eau. Donc c'est une plante extraordinaire, on en parlera. Il faut dire que Jatropha, ce n'est pas d'abord le nom d'un incubateur, c'est d'abord le nom d'une entreprise que j'ai fondée quand j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et on était en train de rechercher un nom à notre entreprise. Et notre première activité, c'était la microfinance. On cherchait un nom. Et on a décidé de l'appeler Jatropha parce que nous voulions emprunter les vertus de cette plante. Il parlait de vertus extraordinaires. C'est une plante qui résiste à toutes les conditions climatiques.
C'est une plante qui est utile à l'environnement, à la société. C'est une plante qu'on utilise pour faire plusieurs autres sous-produits, le savon, des médicaments, du cosmétique, du biodiesel. Et nous nous identifions à ce genre de vertu parce que nous voulons être proposer à la fois plusieurs produits et services à nos clients et aussi montrer notre capacité de résilience dans un écosystème entrepreneurial qui n'est pas si facile. Donc on a commencé par la microfinance et plus tard nous avons fondé une ONG qui s'appelle Jatropha Hub, qui est née d'une première initiative qu'on appelle le Be the Change Academy, qui a été lancée en octobre 2013, qui fait de nous le tout premier incubateur de ce pays et qui est devenu le Jatropha Hub, qui propose à la fois des programmes d'incubation, d'accélération, de Fab Lab et tout ce que vous connaissez aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a... C'est à la fois cela, mais c'est aussi personnellement ma passion. Une passion, j'assume le mot passion parce que c'est quelque chose qui n'est pas très raisonnable. Ma passion pour le monde agricole. Je dis monde agricole parce que je ne m'intéresse pas que à la production agricole, je m'intéresse à toute la chaîne de valeur, donc du financement de l'agriculture, au transport, à la transformation, à l'emballage, à des questions de mise à niveau, questions d'exportation, etc. Et voilà, et M. Diakité avait quelque chose également à dire par rapport à cette plante Jatropha, avant de continuer. Comme M. Barry a tellement dit, parce que je dis que c'est une plante qui peut se planter à toute saison. Ça veut dire qu'elle résiste comme le néré aux intempéries. C'est-à-dire que, comme aujourd'hui on parle de changement climatique, c'est une plante qui est résiliente aux effets des changements climatiques. Voilà, donc c'est pourquoi je dis que il a dit il y a beaucoup plus d'autres façons d'utiliser par d'autres acteurs ou consommateurs de cette plante-là. Donc il y en a d'autres plantes forestières. On pourrait en parler quand on va rentrer pleinement dans du sujet. Nous avons compris à travers vos propos que l'agriculture ne se porte du tout pas bien en Guinée. Mais est-ce que, aussi peu qu'il soit, est-ce que l'État guinéen encourage les agriculteurs? Parce que nous avons vu le président Alpha Condé, dans plusieurs de ses sorties, qui a dit qu'on doit repartir à la terre, puisque la terre ne trahit pas. Et on a annoncé beaucoup de choses par rapport à ce domaine. Est-ce que vraiment l'État guinéen aide les agriculteurs? Dieu l'a dit. La législation guinéenne sur l'entrepreneuriat dans le domaine agricole est la même que dans les autres secteurs. Il n'y a pas d'accès au financement pour l'agriculture. Il n'y a pas de guichet spécial pour financer l'agriculture. Vous n'avez pas aujourd'hui la possibilité en tant qu'entrepreneur dans le domaine de l'agriculture d'emprunter de l'argent dans une structure financière de la place qui vous permet de financer entièrement votre projet. Vous pouvez trouver du financement qui n'est pas adapté à l'activité agricole parce que le financement est à courte durée et à court terme. L'agriculture est une activité à moyen et long terme. Première chose. Deuxièmement, les agriculteurs guinéens n'ont pas accès aux compétences nécessaires pour pouvoir mener des projets agricoles à terme. Planifier la production, produire et vendre. Troisièmement, les infrastructures dans le domaine de l'agriculture, le transport, la conservation, la transformation sont manquantes. Quatrièmement, le marché national et sous-régional est si perturbé qu'il est difficile de prédire les comportements du marché, donc de prévoir à l'avance ce qui pourrait marcher la semaine prochaine ou la semaine d'après sur le marché. Toutefois, il est important de dire qu'il y a beaucoup d'initiatives de la part du gouvernement, des partenaires techniques et financiers, des ONG, donc du secteur de la société civile et aussi du secteur privé, puisqu'il existe un tissu d'entrepreneurs qui sont dans le domaine de l'agriculture, qui font des choses. Elles ne sont pas suffisantes. Elles ne
sont pas à la hauteur du défi, de l'enjeu. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas concertées, elles ne sont pas ciblées et elles ne visent pas toutes à une agriculture à la fois commerciale, mais aussi qui préserve les valeurs, comme le dit M. Diakité, à préserver les valeurs d'une agriculture familiale. De plus en plus, nous assistons à un intérêt. Il y a un intérêt des partenaires étrangers, donc dans le domaine du secteur privé. Les capitaux étrangers viennent de plus en plus pour financer des projets agricoles. Qui dit capitaux étrangers dit bénéfices étrangers. Donc, c'est de l'argent qui entre, qui exploite nos terres et qui repart. Est-ce qu'il y a de la protection? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des Guinéens qui en bénéficient? Ça m'étonnerait. Peut-être qu'il y a de la création d'emplois. Mais les emplois dans le domaine de l'agriculture ont la particularité, s'ils sont intensifs, nombreux, sont de courte durée, le temps d'une saison. Il peut y avoir d'autres emplois et d'autres profils d'emploi dans le domaine de l'agriculture qui sont liés à la chaîne de valeur, qui permettent d'avoir des emplois durables. Il faut que les emplois soient à la fois durables et productifs. Il faut que ces emplois soient répertoriés, qu'il y ait des statistiques réelles pour savoir c'est quoi l'impact de l'agriculture dans la création d'emplois. Les déclarations politiques sont très intéressantes depuis que justement le gouvernement, le président Alpha Condé est au pouvoir, bien avant lui et avant celui-là aussi, depuis 1958 et bien avant d'ailleurs même le colon. Le colon lui-même a rêvé grand en termes d'agriculture pour le Guinéen. Si vous regardez tous les documents de planification économique et stratégique sur la Guinée, l'essentiel de l'accent est mis sur l'agriculture, le développement agricole. La Première République, le premier régime, a beaucoup investi dans l'agriculture. Le deuxième régime, la même chose, parce que le président Lansana Conté se faisait même appeler Sénésamo, le président général agriculteur. Le président Alpha Condé le rejoint. Mais ça reste encore au stade, pour moi, très timide de grosses déclarations politiques pour les trois régimes. Pour transposer ça en actes réels et amener les gens à aller vers l'agriculture, il y a des préalables. Il faut d'abord des acteurs qui veulent y aller, des acteurs entrepreneuriaux. Il y a des acteurs aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les exploitants agricoles, je vous en ai parlé tout à l'heure. Mais il y a une différence fondamentale entre l'exploitant agricole et l'entrepreneur agricole. L'exploitant agricole l'a hérité de son père, de son grand-père, c'est un agriculteur, c'est un paysan. C'est son travail. Il le fait parce qu'il doit subvenir à ses besoins. Il le fait parce que le surplus peut lui permettre aujourd'hui d'amener ses enfants à l'école et peut-être d'avoir une petite épargne. Il le fait parce que tout simplement, l'essence de la culture même, sa propre culture, l'oblige à faire de l'agriculture. Par contre, l'autre, l'entrepreneur, veut entrer dans ce secteur pour apporter des solutions et mener ces solutions pour générer des revenus. Et ces revenus vont lui permettre à la fois de créer des emplois durables, mais aussi de participer à élargir l'assiette fiscale de l'État, donc à payer ses taxes, mais aussi à participer à ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire, à permettre aux Guinéens de manger ce qu'ils produisent, comme dit le président Alpha Condé. Pour que ça soit, il faut, comme je l'ai dit, apporter des solutions de financement. Il faut rendre l'agriculture sexy pour y amener des gens. Rendre l'agriculture sexy, c'est de démontrer qu'une activité agricole, une activité d'entrepreneuriat agricole peut aboutir à un succès. Et un succès qui n'est pas enviable, un succès que vous aurez dans le domaine de la technologie, des services, de l'avocature, etc. en ville. Ça, c'est un fait. Il faut donc apporter ça. Et ça, il faut du financement adapté. Deuxièmement, il faut promouvoir tout ce qui est transformation agricole. Donc il faut soutenir les petites et moyennes entreprises qui sont dans la transformation des produits locaux. Troisièmement, il faut que nos entreprises qui le font soient compétitives. Pour qu'elles le soient, il faut qu'elles soient... Aujourd'hui, moi je peux compétir avec une entreprise de Côte d'Ivoire au nom d'un espace économique intégré qui est la CEDEAO, mais c'est comme si vous me demandez, moi, point plume, de me battre avec Mike Tyson avec les mêmes règles. Vous voyez que ce n'est pas très équitable. Donc, il faut que je bénéficie d'allègement. Si je ne bénéficie pas de faveur fiscale, il faut que je bénéficie d'infrastructures dans le domaine de l'agriculture qui puissent me permettre de compétir. Il faut que le marché guinéen
qui est le marché pour lequel je me bats, d'abord, que ce marché-là puisse aménager de l'espace pour que je puisse vendre mes produits et que je ne sois pas en compétition avec les producteurs de Thaïlande, d'Inde, d'Afrique du Sud, etc. Ça, c'est des actions concrètes que l'État doit faire. Ensuite, et finalement, pour ne pas monopoliser la parole, il faut que moi qui suis un entrepreneur dans le domaine de l'agriculture, que je sois reconnu comme un entrepreneur dans le domaine de l'agriculture et que mes produits puissent aller directement vers à la fois un petit segment, donc le segment qu'on appelle le segment de sécurité, les 30% qu'on doit vendre sur le pays, mais qui puissent me permettre aussi, moi, de vendre à Abidjan, de vendre à Dakar, de vendre à Freetown, de vendre à Bujumbura, n'importe où je pourrais avoir des partenaires de distribution commerciale. Ça, c'est la traduction concrète de tout ce qu'on est en train de déclarer depuis 50 ans en Guinée. Et ce n'est pas le cas encore. C'est un très grand travail. Ça demande de la technicité, ça demande de l'engagement, ça demande des moyens qu'il faut mettre à disposition. Voilà, Baloka, avant tout, je rebondis un peu sur ce que vient de dire M. Barry. Il y a des tares. Certes, l'État fait de son mieux, depuis même avant 58. Il y a des choses qui ont été faites, mais il y a toujours des tares. Monsieur Diakité, nous voyons aujourd'hui plusieurs agriculteurs guinéens qui préfèrent exporter leurs produits. Est-ce que c'est parce que ces agriculteurs sont en concurrence? Monsieur Barry l'a souligné tout de suite. Est-ce qu'ils sont en concurrence avec les agriculteurs des autres pays? C'est ça qui les contraint également à aller à l'extérieur. Si je prends l'ananas, moi j'ai grandi à Kindia. J'ai vu depuis l'enfance que les agriculteurs de Frigiabé, parce que c'est là où j'ai grandi, prennent l'ananas pour aller revendre à Dakar. Jusqu'aujourd'hui. C'est comme les pommes de terre au fond. Je ne dirais pas sa concurrence, mais je dirais simplement que le marché sénégalais est plus favorable pour ces agriculteurs que le marché guinéen. Ce Barry l'a monté tout à l'heure. Il faut que le marché soit attractif. Il faut qu'il y ait des conditions vraiment qui puissent permettre aux producteurs de vendre leurs produits sur place et qu'il y ait le revenu. Tu ne peux pas mettre 10 millions, dépenser 10 millions et au bout du compte, en vendant que tu aies 5 millions. Ce n'est pas possible. Et moi, je ne parlerai pas comme entrepreneur. Moi, je suis pas entrepreneur agricole. Nous sommes dedans. Mais les entrepreneurs sont des partenaires. D'accord? Parce que qui parle de formation, qui parle d'appui technique, c'est les entrepreneurs qui pensent, qui envoient des opportunités. D'accord? Et qui permettent à ceux qui sont producteurs de pouvoir bien travailler et d'avoir beaucoup de production. Donc, je ne parlerai pas de chaîne de valeur, c'est le nom, mais il n'y a pas de chaîne de valeur réellement traçable sur le terrain. On parle tout récemment, j'échangeais avec un ami dans le secteur de l'élevage. Il voulait mettre en Guinée, avec le ministre de l'Agriculture, l'outil de broyage des aliments d'élevage. Alors, mais au bout du compte, la semaine dernière, on lui a dit qu'il ne pouvait pas. Parce qu'il y a d'autres qui sont venus. Parce que le gars a mobilisé tout. Il est venu, voulait venir, mais on a dit qu'il y a d'autres qui sont venus faire. Et ces autres-là ne sont pas plus compétents que ce monsieur. Parce que lui, il a étudié dans une école d'agriculture certifiée. Il a racheté une ferme à Rennes, je te dis, monsieur Fabaka. C'est un Guinéen. Il a racheté une ferme
à Rennes. Et il est parmi les agriculteurs de Rennes. Tu ne peux pas dire que c'est. Il est compétitif. Il vend ses œufs dans des grands marchés, dans des grands magasins. Carrefour. Moi, je pense qu'il faut encourager les jeunes agriculteurs. La politique nationale agricole, mais au-delà des politiques. C'est pourquoi moi, je n'aime pas trop parler de documents. Ok? J'aime toujours parler de faits. Comme il a dit, j'ai été beaucoup plus émerveillé par ce que Jatropha fait parce que, je le dis, je suis dans le monde de la société civile depuis 2002. D'accord? Mais c'est un monde très concurrentiel. C'est un monde. Il y a beaucoup de problèmes dans ce monde. Okay? Et il y a beaucoup de défis auxquels les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs sont confrontés. On le vit. Mais quand nous revenons sur le terrain, en parlant d'agriculture, l'année passée, moi j'étais encore à Timbo, sous l'effet de Covid-19, j'ai vu à Sumbalako, d'accord? Il faut pas qu'on connaisse. À Sumbalako, les producteurs avec leurs produits non vendus. Et là, il n'y avait pas d'infrastructure de stockage ou de conservation de ces produits. Ok? Et beaucoup ont perdu. Beaucoup ont perdu. Ça, c'est le vécu. D'accord? Mais à Kindia, j'ai vu les producteurs d'ananas qui ont perdu. Leur production était bloquée à la frontière. D'accord? Parce qu'il n'y avait pas de circulation. Ils étaient obligés vraiment de monnayer, comme on le dit, de vendre et de perdre. Est-ce que ce choc-là peut être remboursé? Moi, je dirais que l'agriculture est en train d'élaborer ce qu'on appelle, je peux vous envoyer, la production qui est là. C'est pourquoi on dit nos aliments sont chers. Oui, nos aliments sont chers. Mais il y a tout un ensemble de choses qui rendent cher. Ce n'est pas parce que c'est produit en Guinée que ça ne doit pas être cher. Non. Mais le gars qui est en train, le producteur qui est là-bas, il investit combien en intrants agricoles? D'accord? La même dessus. Moi, je suis très heureux d'avoir des Guinéens comme vous récolter. Il va reprendre ça en vendant ses produits. Alors, donc, ça me fait plaisir. C'est pourquoi moi, j'interpelle les jeunes. Conakry, je vous dis, moi, je n'aime pas Conakry. D'accord? Souvent, je suis à l'intérieur. Pourquoi? Parce que c'est là il y a l'argent. D'accord? C'est pas en cultivant comme les autres. Il faut innover l'agriculture. Et à côté, moi je dirais, c'est un plaidoyer fort que je lance. Je n'aime pas parler de politique, mais je lance un message aux autorités de l'agriculture. D'accord? De mettre en œuvre au moins les politiques. C'est des documents bien élaborés. La Guinée a les lois parfaites. D'accord? L'entrepreneuriat agricole, il y a une réglementation, mais appliquée. Parce qu'il faut l'outil réglementaire pour qu'il soit efficace. Il faut qu'il y ait deux choses. D'accord? L'application, mais il y a les mesures. Ok. C'est deux choses. D'accord, vous êtes là, vous avez mis une loi. Pour que la loi soit efficace, il faut que la loi, n'est-ce pas, ait un texte d'application, mais aussi les moyens pour faire appliquer. C'est ça, c'est simple. Moi, je pense qu'il ne faut pas dire, quand vous avez, je prends un exemple, vous avez un policier, oui, vous avez un policier, d'accord? Vous dites au policier de contrôler les véhicules.
D'accord? Mais il faut lui doter des moyens pour pouvoir contrôler de manière à ce qu'il soit incorruptible. D'accord? Donc, l'agriculture aussi, pour que nous estimons, parce que j'ai entendu le président dire que la Guinée pourrait être le grenier de l'Afrique, c'est très important. Moi, c'est un engagement politique, une déclaration politique très forte, mais d'autant plus qu'il faut l'ensemble des batteries de mesures qu'il faut mettre en œuvre et aussi envoyer des opportunités pour les jeunes entrepreneurs en Guinée, ici. D'accord? Voilà. Voilà, très rapidement, en quelques secondes, Monsieur Bakar, votre mot de la fin. Son produit, connaître son marché. Et puis, l'agriculture, c'est un monde. C'est plusieurs autres activités autour. Et donc, j'élargirai le concept et ma façon de voir, si j'étais un jeune en quête d'idées, à l'entrepreneuriat rural. Il y a beaucoup d'autres activités autour de l'agriculture qui peuvent aussi permettre de se développer. L'agriculture, c'est la clé du développement économique et de la réduction de la pauvreté. On entend le dire souvent, c'est vrai, mais il faut des mesures d'accompagnement. Merci à Monsieur Diakité Amadou Sekou, environnementaliste et coordinateur du RENACED. Merci également à Monsieur Bakar Bari, entrepreneur, promoteur de l'incubateur Jatrofa. Merci à ma chérie Eben Baloka Kaba. Je suis Teresa Maria Segbaya. Merci à la partie technique également. La semaine prochaine, nous serons encore avec vous. Et grand merci à l'Hôtel du Nord qui, depuis un certain moment, abrite cette émission. Merci à tous les téléspectateurs. À très bientôt.